La seule chose qui m'a vraiment effrayé pendant la guerre, ce fut les sous-marins. Winston Churchill. « 1941, quelque part dans l'Atlantique. Parti des États-Unis, un convoi de navires marchands transporte du matériel vital vers la Grande-Bretagne, qui lutte seule pour sa survie contre l'Allemagne nazie. Mais tapis sous la surface, un chasseur scrute ses proies. Un sous-marin allemand, ayant repéré le convoi quelques heures auparavant, attend le renfort d'autres U-boats pour décimer les navires marchands et étrangler un peu plus les îles britanniques. Dans l'émission d'aujourd'hui, prélude à une grande émission sur l'histoire des U-boats, nous allons voir comment les sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale attaquaient et quelle était leur organisation. Les archives que vous verrez dans cette émission ont été achetées grâce aux donateurs de la cagnotte lancée en début d'année, donateurs que je remercie très chaleureusement. Et pour cette émission, j'ai le grand plaisir de vous présenter un partenaire que j'aime beaucoup, qui a créé le logo de la chaîne et qui a illustré une partie de mon livre, c'est 800tonnes.com. 800 tonnes, c'est un artiste passionné qui crée de superbes posters militaires, rétro ou contemporains. Ses œuvres couvrent une grande variété de sujets, les sous-marins comme dans notre émission du jour, les navires de surface, modernes ou historiques, l'aéronaval, l'aviation, l'industrie et même le monde ferroviaire. Ces posters sont disponibles dans différentes tailles, avec même la possibilité d'acheter un cadre pour le format A2. Tout est imprimé et expédié depuis la France, vous pouvez y aller en toute confiance car c'est un ami. La stratégie d'attaque de groupe coordonnée, appelée Gruppentaktik en allemand, est théorisée dans les années 1920. Le terme Rudeltaktik, c'est-à-dire les attaques en meute en allemand, est popularisé assez vite, mais n'est pas l'appellation officielle. L'idée de base des tactiques de groupe remonte à la Première Guerre mondiale et ne fut en fait que la réplique au système de convoi des navires marchands alliés. Pendant une grande partie de la guerre 14-18, les cargos alliés ravitaillaient la Grande-Bretagne et la France en naviguant de façon isolée. Mais ces navires constituaient des cibles faciles pour les premiers sous-marins. Lorsque les convois furent mis en place, les sous-marins allemands se sont retrouvés face à des océans presque devenus vides du fait de la concentration des navires, et les rares fois où ils ont rencontré des convois, ils n'ont pas pu mener des attaques efficaces à cause de l'escorte. Les patrouilles de sous-marins se faisaient en surface majoritairement, avec une équipe de veille importante. C'est-à-dire qu'en permanence, vous aviez des hommes munis de jumelles auxquels on attribuait un secteur de veille par rapport à l'axe du sous-marin et dont le rôle était de détecter tout navire ou avion le plus tôt possible. Le sous-marin étant au ras de l'eau, sa portée visuelle était faible, variable selon l'état de la mer et les conditions météo, mais d'environ 10 nautiques en conditions moyennes. La vitesse maximale théorique d'un sous-marin de type 7, c'est-à-dire les sous-marins allemands du début de la Seconde Guerre mondiale, est de 17 à 18 nœuds, soit environ 35 km/h. Mais dans la houle de l'Atlantique Nord, cette vitesse était souvent difficile à atteindre. Les convois marchands étaient regroupés en fonction de la vitesse des navires. Il y avait des convois dits rapides, naviguant autour de 13 nœuds, des convois moyens, naviguant autour de 10 nœuds, et des convois dits lents, donc plus faciles à intercepter, naviguant autour de 7 nœuds. Avec un différentiel de vitesse aussi faible, intercepter un convoi est une science particulièrement délicate et perdre le contact avec un convoi filant 13 nœuds
était monnaie courante pour un sous-marin. En 1939, avec le retour d'expérience de la Première Guerre mondiale, le système de convoi fut mis en place par les Britanniques assez rapidement. Qu'est-ce qu'un convoi ? Un convoi, c'est un regroupement de navires de commerce disposés en plusieurs colonnes. Chaque navire est positionné par rapport au navire chef de groupe qui commande le convoi et la vitesse est calquée sur le navire le plus lent. Tout autour, des destroyers ou des corvettes, des chasseurs de mines, disposés en écran, zigzagant autour du convoi à la recherche d'un éventuel sous-marin. Les diagrammes des convois ont évolué au cours de la guerre, notamment à la disposition de l'escorte. Il s'agit donc là d'un principe général que nous développerons dans une autre émission. Un mois après le début de la guerre, en octobre 1939, le commandant de la flotte de sous-marins allemand, Karl Dönitz, renoua aussi avec le concept d'attaque en groupe. Les premières tentatives se révélèrent très médiocres. Les U-boats isolés étaient plus efficaces à ce moment pour éliminer les traînards et les navires isolés. La tactique de meute, théorisée en 1920, et développée de façon pratique entre 1935 et 1939, s'inspire donc des plans de la Première Guerre mondiale, avec l'apport de nouveaux moyens technologiques, surtout en matière de communication. En 1939, les sous-marins pouvaient désormais recevoir des messages radio depuis des stations à terre, et le U-boat pouvait également renvoyer des messages vers le continent, permettant ainsi la coordination de plusieurs sous-marins, même depuis l'Allemagne. Mais au début, malgré l'avancée dans les communications, le principe d'avant-guerre était que si un convoi était trouvé par un U-boat, son commandant devait prendre le commandement tactique des autres sous-marins présents dans la région et maintenir le contact avec le convoi jusqu'à ce qu'ils arrivent. En se basant sur les tentatives d'attaque de groupe de 1939 et de 1940, il s'est avéré que le commandement tactique d'un U-boat sur les autres n'était pas pertinent. Le commandement devait être mené depuis l'Allemagne par radio. En effet, à plusieurs reprises dans une phase décisive, le commandant tactique avait été contraint par la défense à plonger, à s'échapper ou avait même été éliminé, l'empêchant ainsi de commander le groupe. D'autre part, on l'a dit, la communication par signal entre le quartier général à terre et les U-boats en mer fonctionnait parfaitement et il était plus logique de coordonner les mouvements généraux depuis le quartier général en Allemagne ou plus tard dans l'ouest de la France avec le recul nécessaire. Les problèmes d'organisation étant trop importants, les opérations de meute furent temporairement interrompues en novembre 1939. Plus tard, il fut décidé que le sous-marin découvreur suivrait le convoi et fournirait régulièrement des données au quartier général qui coordonnerait le déploiement de la meute. À l'ordre d'attaque, la liberté de mouvement est donnée et chaque U-boat choisissait leur cible sans coordination par l'état-major. Mais cela ne voulait pas dire que les U-boats étaient complètement désorganisés, puisqu'ils étaient coordonnés entre eux de manière passive, de par leur position au début de l'attaque. Lorsqu'un groupe de sous-marins opérait contre le convoi, la coopération entre les bateaux était maintenue de facto, car les U-boats restaient en veille sur les zones courtes. Concernant les communications, il y avait des règles quant à la rupture du silence radio et l'utilisation des codes. Par exemple, idéalement, il était prescrit d'envoyer des messages vers la Terre seulement avant les changements de direction, afin de compliquer la recherche de direction par les navires alliés équipés de gonios. Le principe de la gonio est d'utiliser un récepteur radio à terre dans un premier temps, puis plus tard sur les navires, pour localiser l'origine d'une émission radio, celle des U-boats en l'occurrence, et donc positionner soit la direction du U-boat qui émet un message vers la Terre,
soit carrément trianguler sa position si plusieurs stations captent le point de départ de la transmission. Mais avant l'arrivée de cet équipement sur les navires d'escorte, les convois restaient en grande difficulté. Le U-boat en filature envoyait régulièrement la position du convoi vers la Terre avec un mot code pour désigner le convoi. Au début, il était assez facile pour le renseignement britannique d'identifier le convoi concerné. Une fois la position du sous-marin déterminée par la Gonyo à terre, le convoi pouvait être averti. Mais cette position du sous-marin était relativement grossière au début. Il s'agissait plus d'une direction que d'une position exacte. Et tant que le commandant de l'escorte ne savait pas de quel côté du convoi le U-boat maintenait le contact, bâbord ou tribord, il était risqué pour lui de permettre à ces navires, généralement trop peu nombreux, d'investiguer dans telle ou telle direction. Une fois que l'équipement de localisation directionnelle à haute fréquence fut suffisamment avancé pour être monté en masse sur les destroyers, la menace pour les U-boats changea du tout au tout. Désormais, envoyer un message près d'un tel appareil représentait une menace mortelle. La massification de cet équipement sur les navires alliés fut l'une des raisons de l'échec des sous-marins de Dönitz. Au fur et à mesure de la guerre, les patterns de recherche, c'est-à-dire les schémas utilisés par les U-boats, se sont améliorés. La patrouille de recherche groupée, c'est littéralement l'allégorie du peigne fin. L'idée est que plusieurs sous-marins patrouillent en surface sur un tronçon nord-sud à vitesse lente, avec un écart entre les sous-marins variable selon les conditions de mer et de visibilité, mais idéalement avec un écart latéral de 2 fois la portée visuelle. En théorie, aucun navire ne pouvait donc passer inaperçu s'il naviguait à proximité de cette ligne allemande. En pratique, la mauvaise visibilité sur l'Atlantique souvent agité, les erreurs de navigation et le mauvais temps permirent à de nombreux navires alliés de passer inaperçus. L'augmentation du nombre de U-boats à la disposition de Dönitz donna à la Kriegsmarine le moyen d'améliorer cette tactique dans ce que l'on appelle les lignes de patrouille rapide, où plusieurs lignes d'environ 15 U-boats patrouillaient un tronçon d'océan à grande vitesse. L'utilisation d'hydrophones à longue portée aida également les équipages à capter les bruits d'hélice des navires. Penchons-nous maintenant sur les tactiques individuelles. Dans l'imaginaire collectif, notamment à cause du cinéma et de la propagande, une attaque de sous-marin s'effectue forcément à la torpille, immergée. Or, c'était loin d'être la tactique la plus répandue. Rappelons que les U-boats et autres sous-marins alliés de l'époque étaient avant tout des submersibles et non de vrais sous-marins à l'autonomie totale. En surface, le U-boat était propulsé par des moteurs diesel. En immersion, il était propulsé par des moteurs électriques avec une autonomie allant d'1 à 2 jours selon les modèles et les cas. À vitesse maximale en plongée, c'est-à-dire 9 nœuds, les premiers sous-marins de la guerre épuisaient leur batterie en un peu plus d'1 heure. Je reste volontairement superficiel sur la propulsion, car ce n'est pas le sujet de l'émission. L'essentiel étant de comprendre que rester en immersion périscopique, ou plus profonde, pour une longue durée, n'était pas le concept. Une attaque à la torpille était une manœuvre complexe. Une fois la cible repérée, le sous-marin doit se mettre dans une position d'attaque favorable sans être repéré. Il faut donc que le sous-marin soit suffisamment rapide par rapport à sa cible ou soit déjà dans une position favorable au moment où il la repère. Idéalement, la cible doit venir vers lui ou avec une trajectoire perpendiculaire. Si la cible est déjà en éloignement au moment de la découverte, le U-boat aura moins de chances de le rattraper suivant l'état de mer et suivant la vitesse de la cible. Ensuite, le commandant du sous-marin doit déterminer la distance, le cap et la vitesse du navire ennemi. Sur la base de ces données,
le sous-marin doit être positionné et la torpille réglée correctement pour intercepter le cargo. On ne tire pas là où est la cible, on tire là où elle sera. C'est ce qu'on appelle la solution de tir. Dans le manuel officiel des commandants de sous-marins, il est écrit que l'objectif de l'attaque sous-marine est de tirer une torpille avec la certitude de toucher, mais sans avertissement et à courte distance. Plus la distance entre un sous-marin et la cible est courte, plus l'évaluation de la vitesse du cap et de la position de l'ennemi est fiable. Il est également noté que la distance minimale devrait être de 300 mètres pour des raisons de sécurité. Pour la préparation de l'attaque, la position initiale est donc déterminante. En raison de la très faible vitesse du sous-marin en immersion, une position d'attaque doit être idéalement prise sur le travers avant de la cible. Le manuel note plusieurs aspects importants pour l'utilisation du périscope. Tout d'abord, il ne devrait être utilisé que lorsque le sous-marin est à vitesse faible pour ne pas créer trop de remous à la surface. Le périscope doit être utilisé avec parcimonie, c'est-à-dire régulièrement pour avoir une bonne vision des événements, mais abaissé dès que possible. Dans l'ensemble, le manuel est un mélange entre la prudence dans l'approche et l'audace dans l'attaque. En cas d'incertitude quant à la solution de tir, un tir en éventail de 2 à 4 torpilles doit être effectué. Moins vu au cinéma et dans les films de propagande, l'attaque de torpilles de surface était pourtant, dans les premières années de la guerre, la méthode d'attaque courante de nuit. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, comme mentionné précédemment, un sous-marin était très lent en plongée et avait une portée très limitée puisqu'il devait fonctionner sur batterie. Ensuite, attaquer en surface de nuit était une façon très efficace d'éviter les destroyers. L'équipement sonar anti-sous-marin ASDIC était inefficace pour détecter les U-boats en surface. Les destroyers ne pouvaient attaquer le sous-marin qu'après le premier impact torpille, en se dirigeant vers l'origine supposée du tir. Troisièmement, les sous-marins étaient petits. En gros, seule la tour de commandement dépassait, ce qui les rendait presque impossibles à détecter à la jumelle de nuit. Otto Kretschmer, le commandant de U-boat le plus efficace de la guerre, donna même des conseils d'approche de nuit par rapport à la lune et au vent pour demeurer silencieux et invisible le plus longtemps possible. Ainsi, les U-boats pouvaient se déplacer sans être détectés autour des convois et même en plein milieu des convois, à moins évidemment que les escorteurs ne soient équipés de radars, ce qui dans les premières années de la guerre était plutôt rare. Pour la défense, si un escorteur venait à l'attaque du sous-marin, il était conseillé de s'échapper en restant en surface le plus longtemps possible. En surface, le commandant du sous-marin reste maître de la situation. Il voit clairement la situation tactique et peut s'adapter. Si le sous-marin plonge, il devient aveugle et stationnaire, tandis que l'ennemi est mobile et peut désormais utiliser l'ASDIC. De nuit, dans les zones de trafic, comme les distances de détection visuelle sont naturellement plus courtes, au moins un tube torpille était toujours approvisionné en cas de rencontre fortuite. Au début de la guerre, la priorité était l'utilisation du canon de pont pour attaquer les navires marchands ennemis, permettant ainsi d'économiser les torpilles et ainsi de prolonger la patrouille. En revanche, l'utilisation du canon était interdite contre les cibles militaires, le U-boat n'étant absolument pas conçu comme une plateforme d'artillerie stable et mobile. Les obus incendiaires étaient utilisés pour mettre le feu aux navires marchands. Ainsi, s'il était armé, les servants du cargo étaient handicapés par la luminosité de l'incendie à bord. La dernière attaque enregistrée par un canon de pont eut lieu au printemps 1942. En novembre 1942, les canons de pont sont officiellement retirés. À la fin du printemps 1943, lorsque l'équipement du radar s'est généralisé sur les navires d'escorte, mais aussi l'amélioration de la couverture aérienne, ainsi que d'autres éléments, la plupart des tactiques que j'ai évoquées sont devenues obsolètes.
Le 24 mai 1943, Dönitz admit une défaite tactique et rappela les meutes de loups du milieu de l'Atlantique. Mais nous reparlerons de tout cela dans 2 émissions dédiées. Merci d'avoir suivi cette émission, abonnez-vous et n'hésitez pas à me soutenir pour financer la chaîne si vous le souhaitez.